un point d'arrêt accessible pour emprunter le véhicule. Donc c'est le service de transport à la demande qui vient prendre les personnes chez elles pour les emmener à un autre point d'arrêt sur l'agglomération. Donc votre réseau Amélis aujourd'hui, c'est à peu près 692 000 km commerciaux qui sont réalisés par l'entreprise délégataire Keolis Montargis. Elle sous-traite 8,6% de la production parce qu'il y a des lignes, notamment en zone périurbaine, qui ont des vocations plutôt scolaires, qui passent une fois le matin, une fois le soir, et il est donc plus intéressant de les sous-traiter à des entreprises locales interurbaines. Voilà. Sur la fréquentation, donc 86% de la fréquentation est sur les lignes 1 à 4, et les lignes secondaires à vocation scolaire représentent à peu près 16% de la fréquentation. Et le transport à la demande, le transport des personnes à mobilité réduite et le flexo, notamment gare, représente une part marginale de 0,2% des voyages. Alors, qu'est-ce que l'on constate? C'est que sur la période 2001-2016, qui couvre 3 contrats de délégation de service public, donc je vais faire un bilan dans le temps. Les voyages ont augmenté, ils sont passés de 1,6 million en 2001 à 2,2 millions en 2016, alors que l'offre de transport a peu augmenté. Vous voyez, on a en ligne bleue l'offre kilométrique, on voit qu'elle est très maîtrisée, donc maîtrisée également en termes de coûts, et on voit pour autant qu'elle a su bien s'adapter aux besoins de la population, puisque 2001 jusqu'à 2005, c'était le premier contrat, on a quand même beaucoup augmenté la fréquentation. On voit qu'elle a continué d'augmenter sur le deuxième contrat entre 2005 et 2010, et sur le dernier contrat, vous voyez qu'elle continue d'augmenter moins sensiblement, de fait, parce que le réseau est maintenant bien mis en place et qu'il a trouvé sa clientèle. Voilà. Donc, ce que l'on retient, c'est qu'on a 3 lignes qui concentrent 85% des voyages, c'est les lignes 1, 2 et 3 pour 77% des kilomètres. Elles sont très performantes. Les lignes secondaires, c'est 14% des voyages pour 13% des kilomètres. Hein, c'est à peu près 3,2 voyages par kilomètre commercial, ce qui est performant. Voilà, donc vous avez tout le détail. Je pense que vous avez pu en prendre connaissance dans le rapport. Voilà. Et le transport à la demande représente 4% des kilomètres pour 0,1% des voyages, puisque c'est plus diffus. Et on parcourt beaucoup de kilomètres pour transporter moins de voyageurs, puisqu'on va dans les zones plutôt périurbaines. Et le TPMR réalise 3% des kilomètres pour 0,1% des voyages. Donc il a vocation à se réduire au fur et à mesure où votre réseau devient de plus en plus accessible. Voilà. Donc je vais passer un petit peu vite. Donc le personnel Amélis, c'est 56 agents en équivalent temps plein, 41,3 conducteurs, c'est 4,7 mécaniciens et 2,6 contrôleurs. Donc un effectif tout à fait adapté à la taille du réseau, voilà, qui est maîtrisé. Sur le parc, alors je passe un petit peu vite. Le parc de véhicules, on a 36 véhicules en propre, et puis on a aussi les véhicules utilisés par les sous-traitants. Le parc de véhicules qui est en propre, il est un petit peu vieillissant, donc vous aurez une problématique sur la prochaine consultation de rajeunissement de ce parc de véhicules, puisqu'il en moyenne il a 11 ans, et en national on est plutôt autour de 6 ans. Donc on a une vraie problématique de rajeunissement et d'investissement qui va permettre aussi de réduire les coûts d'entretien, de réduire les pannes et donc d'améliorer la qualité du service public. On va devoir réfléchir aussi au décret bus propre, donc avec une stratégie mixte énergie, voilà, dans la mesure des obligations de la loi. Voilà. Donc sur les investissements matériels roulants, sur le dernier contrat, on prévoyait de renouveler 10 véhicules. On a un petit peu modifié le programme d'investissement, puisqu'on a investi dans 5 véhicules et on a investi un peu plus tôt que prévu. Vous êtes propriétaire de l'ensemble des biens, du dépôt, des équipements au point d'arrêt. Sur la tarification, on a un prix d'accueil de ticket à l'unité à 1,20 €. Le carnet de tickets qui vous porte le ticket à 1 €, c'est 10 € à peu près. Des abonnements tout public à 27 €, 270 € à l'année. Et puis on a une politique vis-à-vis des jeunes. On a à la fois le tam-tam
des jeunes a un aller-retour par jour scolaire qui est à 102 euros. C'est un titre qui est maintenu parce que c'est les titres qu'on avait. C'est les titres qu'on avait dans les départements pour transporter les scolaires, mais c'est un aller-retour par jour scolaire. Et le reste du temps, les scolaires achètent des tickets. Donc pour inciter à la mobilité des jeunes sur l'agglomération, on a mis en place des titres Yaka entre 4 et 26 ans où les jeunes se déplacent de façon illimitée pour 18 euros par mois et 165 euros par an. Et puis on a des titres sociaux pour les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires de la CMU, ce qui est obligatoire. Donc, je vais passer assez vite sur l'équilibre financier. Voilà l'équilibre financier. Donc, on a des prix très attractifs. Donc, vous avez en vert la courbe de la recette commerciale. Et puis, vous avez en rouge votre contribution financière qui suit plus ou moins la courbe des charges. Voilà. Donc, on voit bien que l'essentiel de la contribution, c'est la collectivité locale, mais vous avez un taux de couverture qui est de 15,4%, ce qui est pour une agglomération de votre taille et le réseau Amélis est performant. Il n'y a pas beaucoup d'agglomérations de votre taille qui peuvent dire qu'elles ont un taux de couverture aussi élevé des charges par les recettes. Donc on voit que le coût au kilomètre commercial atteint 5,63 €. Donc il y aura certainement un travail à faire sur le prochain contrat pour maîtriser ce coût au kilomètre commercial. Voilà. Donc je vais passer un petit peu vite. Je vais passer sur ce qui nous intéresse, donc les modes de gestion. Donc en fait, les modes de gestion, vous avez deux, puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir, c'est ce sur quoi vous devez voter. Donc vous avez un mode de gestion qui est la gestion directe, c'est-à-dire c'est l'AME qui aura un service qui gérerait le réseau de transport Amélis avec tous les conducteurs, les mécaniciens, les contrôleurs, voilà, tout serait en régie directe. Et puis vous avez l'autre forme de gestion, c'est la délégation de service public. C'est donc le mode de gestion que vous avez. Alors moi je dis depuis 2000 parce que je vous accompagne depuis 2000, mais vous l'aviez certainement déjà avant. Et effectivement, pour des agglomérations de votre taille, déléguer la gestion du service public de mobilité, c'est ce qu'on a dans toutes les agglomérations parce qu'il y a des risques forts sur le technique, sur le commercial, sur le social, et vous avez des entreprises de transport dont c'est le métier et qui prennent en charge tous ces risques-là pour vous. Voilà. Donc la régie directe, donc c'est un service direct. Vous pouvez individualiser cette régie dans le cadre d'un établissement public dont vous seriez le principal actionnaire entre guillemets et qui agirait pour votre compte. Voilà. Et dans la délégation de services publics, alors dans la gestion déléguée, vous avez deux grandes formes de contrats. Vous avez le marché public. Donc le marché public, c'est un contrat de prestation où en fait une entreprise de transport va venir vous proposer un prix pour faire ce que vous lui avez défini. Donc c'est comme si vous étiez en régie directe, vous définissez tout le service, la production, le commercial, tous les moyens à mettre en œuvre. L'entreprise vous dit je le fais pour ce prix-là et elle fait le travail. Mais son travail ne sera pas de développer l'usage du service, de développer la mobilité, elle se contentera de produire le service. Et donc ensuite vous avez la délégation de service public, c'est le mode de gestion que vous avez aujourd'hui. Et là, vous avez un vrai partenaire, c'est-à-dire que le délégataire, vous lui définissez un projet dans le dossier de consultation, ce qui sera la prochaine étape si vous retenez la DSP. Et face à ce projet, les entreprises vont dire, voilà, comment moi je vois votre projet, comment je peux le mettre en œuvre et pour quel prix. Et ils prennent le risque sur la production, sur le commercial, sur le social, sur l'ensemble des éléments. Et une fois que le contrat est signé, c'est ferme et définitif. Donc vous avez à vos côtés un véritable partenaire qui va prendre en charge tous les risques liés à la gestion, production et commercialisation. Voilà, donc pour insister sur les principales différences entre une délégation de service public et le marché public, c'est qu'en marché public, l'entreprise est un simple prestataire, alors qu'en délégation de service public, c'est une véritable entreprise qui va s'engager sur un projet et qui va prendre le risque qui est lié à ce projet-là.
Voilà. Donc il y a un transfert du risque et vous devez contrôler. Mais ça vous met à l'abri du portage du risque. Donc dans le rapport, je vous ai développé de manière comparative tous les différents risques, que ce soit sur le personnel, sur le parc, sur la gouvernance. Donc je pense que vous avez pris connaissance de tout ça. En ce qui concerne les investissements, quel que soit le mode de gestion que vous reteniez, les investissements sont totalement indépendants. Ils sont indépendants parce que, en fait, le service public de transport, c'est un service qui n'est pas excédentaire. C'est pas, par exemple, vous êtes en charge des remontées mécaniques à Val d'Isère, les forfaits payés par les usagers vous permettent de dégager un bénéfice qu'on réinvestit dans les investissements. Tandis que là, dans le transport public, les gens ne sont pas obligés de monter dans le bus, ils peuvent prendre la voiture et donc on a un prix attractif pour essayer de les attirer sur le réseau. Et il y a une contribution de la collectivité locale qui vient équilibrer financièrement. Donc en fait, les investissements, c'est quelque chose que porte la collectivité, puisque de toute façon, l'exploitation ne permet pas de dégager de marge pour les financer. Et les collectivités locales ont des conditions financières beaucoup plus intéressantes que les entreprises, et donc il est plus intéressant pour la collectivité locale de conserver la charge de l'investissement. Pour autant, elle met à disposition l'ensemble des biens auprès de l'exploitant, et c'est lui qui a la responsabilité, le risque sur l'entretien et la maintenance. S'il y avait un défaut d'entretien-maintenance sur un bus, c'est bien le transporteur en délégation de service public qui est responsable à la fois du personnel et des risques d'accident sur les voyageurs. Tandis qu'en régie, c'est la collectivité locale qui porte tout ce risque-là sur l'entretien-maintenance et la sécurité des voyageurs et du personnel. Donc je pense que dans les transports, c'est un point qui est important. Enfin, je peux rappeler les récents événements des accidents. Il y en a encore eu un aujourd'hui dans le Gers, avec de nombreux enfants accidentés. Donc le transport, c'est un métier qui a haute technicité et les entreprises savent gérer tous ces risques-là et tout ce qui tourne autour de la sécurité. J'insiste sur le risque parce que c'est un problème important. Dans le cas d'une délégation de service public, c'est aussi l'entreprise qui va vous faire des propositions pour tout ce qui est des services adaptés aux besoins de la population. C'est elle aussi qui va faire toute la recherche et développement et qui va mettre en avant tous les nouveaux services liés aux mobilités. Ils prennent en charge le risque commercial lié à la clientèle et s'occupent de toute la gestion opérationnelle, notamment la gestion sociale du personnel et la formation. Donc en résumé, alors quand je parle de cela, je parle de ce le réseau de mobilité. Si je parle de la gestion d'un camping, ça peut être différent. Je suis vraiment axée que sur la mobilité. Donc en résumé, les risques à supporter dans le cadre de la gestion d'un réseau de mobilité, c'est d'abord le risque commercial, c'est-à-dire qu'en fait, il faut arriver à convaincre les gens d'utiliser les transports collectifs et de développer la mobilité sur l'agglomération. Vous avez le risque lié à l'entretien-maintenance des biens, notamment pour la sécurité des personnes, que ce soit les agents ou que ce soit les usagers. Le risque social, parce que c'est avant tout une entreprise de main-d'œuvre, il faut gérer les carrières, gérer les évolutions de salaire de façon égalitaire entre les salariés. Et c'est un véritable métier. Le dialogue social dans une entreprise ou un service public de transport, c'est quelque chose de majeur. Ça occupe une grande partie du temps du directeur de l'entreprise, y compris les négociations annuelles des salaires. Et la gestion de l'absentéisme. Donc il faut créer un projet d'entreprise, faire adhérer le personnel et le porter. En général, le projet d'entreprise du personnel est lié au projet qu'aura l'agglomération en matière de mobilité. Le risque financier, puisqu'en fait il faut arriver équilibré, avec une contribution qui est ferme et définitive, qui est fixe et qui ne bouge pas sur la durée du contrat. Donc le délégataire s'est engagé sur un niveau de charge et un niveau de recette. Et pendant les 6 ans du contrat, il faut qu'il arrive à tenir son équilibre financier et ce n'est pas toujours très simple. Voilà, donc voici les principaux risques qui sont supportés dans le cadre de la gestion d'un service public de mobilité. Donc par rapport au choix du mode de gestion, si vous partez en régie, qui est une des formes de gestion, c'est vous qui porterez ce risque-là. Si vous partez en marché public, vous porterez tout le risque commercial, le prestataire portera le risque industriel, c'est-à-dire le risque technique,
Et si vous partez en délégation de service public, vous déléguez l'intégralité du risque à l'entreprise et c'est elle qui porte tous ces risques. Voilà. Je pense que c'est important dans votre choix pour le futur mode de gestion. Voilà. Donc alors, au regard de tous ces éléments et compte tenu des risques importants, puisque le réseau Amélis n'est pas un petit réseau, mais un réseau de taille conséquente et en perpétuel développement, et je pense que le développement n'est pas fini, ne serait-ce parce que le territoire s'étend, qu'on a de plus en plus besoin de mobilité, qu'on intègre aussi les nouveaux services de mobilité et que les développer, ce n'est pas quelque chose de simple. D'un point de vue strictement technique, il est certain que la délégation de service public apparaît comme le mode de gestion le plus adapté pour l'AME. C'est ce qui est proposé ici dans ce présent rapport. Donc pour lancer une procédure de DSP, donc, vous en avez l'habitude parce que ce n'est pas la première. Après la délibération, il y a la publication d'un avis de publicité pour que les entreprises de transport européennes puissent venir répondre. Donc au jour d'aujourd'hui, sur le marché des transports, on n'a pas moins de minimum 5 entreprises. Vous avez Keolis qui fait partie du groupe SNCF. Vous avez Transdev qui fait partie du groupe Caisse et Dépôts. Vous avez RATP Développement qui fait partie du groupe RATP, la Régie des Transports de Paris. Vous avez Carte Postale qui viennent de la Suisse. Donc c'est les cartes postales suisses qui sont bien connues. Vous avez, que je n'oublie personne ensuite, 3 groupes espagnols. Vous avez Vectalia qui est implanté en France depuis très longtemps. Vous avez Alsa. Et puis vous avez maintenant Marfina qui a gagné le contrat de Pays de Montbéliard, communauté d'agglo de Pays de Montbéliard, et qui a gagné les Vélib à Paris. Voilà, avec ce mot. Hein. C'est une référence. Voilà. Il gère quand même il loue 3000 vélos à Helsinki en Finlande. Donc c'est quand même une performance. Donc voilà. Donc vous, normalement en délégation de service public, au jour d'aujourd'hui, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de concurrence, qu'il y a des groupes qui sont connus mondialement. Les groupes français sont des groupes qui sont numéro 1 dans le monde. Les Espagnols sont très forts aussi. Donc, il n'y a pas de problème pour attirer de la concurrence. Donc, lorsque vous avez délibéré que l'avis de publicité est paru, donc c'est là où le vrai travail va commencer pour rédiger le dossier de consultation des entreprises, qui est un dossier, un document politique à part entière, puisque c'est là où vous allez exposer dans le détail votre projet politique pour les 6 ans à venir. Et c'est ce projet politique-là, ce dossier de consultation, qui sera remis aux entreprises agréées. Et à partir de là, elles vous feront une offre qui va respecter le partage des responsabilités et des risques que vous aurez inscrits dans le dossier de consultation et qui vont devoir répondre le mieux possible aux objectifs que vous allez leur fixer. Elles vont remettre une offre qui sera analysée et puis ensuite on ouvrira des négociations. Et ces négociations, c'est des vraies réunions de travail pour mettre au point le projet avec chacun des candidats pour qu'ils répondent le mieux possible aux attentes de l'agglomération. Et puis ensuite, vous aurez, notamment Monsieur le Président, la lourde responsabilité de présenter le candidat qui répond mieux aux attentes. Et cette présentation-là, ce choix du candidat qui est présenté comme futur délégataire, sera soumis au vote du conseil d'agglomération pour être retenu comme délégataire. Voilà. Alors, en ce qui concerne le périmètre de la délégation, c'est bien entendu l'intégralité du territoire de l'agglomération montargoise. Comme la loi MAPTAM vous a défini autorité organisatrice de la mobilité, donc il y aura les transports publics urbains, mais ça sera aussi étendu à l'ensemble des modes doux, donc que ce soit covoiturage, les vélos, l'autopartage de véhicules, il y a le conseil en mobilité, bien entendu. Ça peut être aussi des dessertes routières. Ça intègre bien sûr sur votre territoire, ça peut être aussi l'intégration des serres ferroviaires, mais aussi fluviales, puisque vous êtes une agglomération où l'eau est très présente. Sur la durée du contrat. Donc la durée du contrat, on vous proposerait 6 ans pour des raisons que je vais vous expliquer. Donc le contrat actuel se termine au 31 décembre 2018, donc le futur pourrait démarrer au 1er janvier 2019.
Donc il s'arrêtera au 31 décembre 2024. Donc 6 ans, c'est intéressant parce que pour conduire une politique mobilité, c'est un projet politique qui va être mis en œuvre de manière opérationnelle. Et entre le moment où on le met en œuvre, il se passe quand même 2-3 ans avant qu'on voit les effets sur la fréquentation. Et il est important, avant de repartir dans une nouvelle procédure, d'avoir le temps aussi de voir les fruits de cette politique et de pouvoir en faire le bilan. Il est toujours problématique aussi que les procédures de mise en concurrence tombent pendant une campagne électorale parce que c'est difficile pour mobiliser les élus et aussi parce que les publicités dans le cadre des procédures de DSP sont prises en compte dans le décompte des budgets de campagne. Une durée plus longue, c'est problématique dans la mesure où on verse une contribution qu'elle est actualisée chaque année et plus la durée est longue, plus ça va vous coûter cher financièrement, donc ce n'est pas votre intérêt. Faire trop court, on n'a pas le temps de mettre en œuvre le projet et de voir les résultats. Et du coup, c'est vrai que sur les réseaux de mobilité, une durée de 6 ans, entre 6 et 7 ans, c'est une durée qu'on a à peu près sur tous les contrats et qui est une durée efficace. Alors pour les investissements, comme c'est vous qui investissez, la question de la durée d'amortissement ne se pose pas. Alors en ce qui concerne les objectifs, l'objectif c'était, il y a des marges de progrès qui ont été identifiées, à la fois dans l'organisation de la production parce qu'il y a d'optimisation à réaliser, parce qu'on a aussi les services de mobilité collective et durable à mettre en œuvre. Donc une des attentes, c'est une restructuration de l'offre de transport pour intégrer le transport collectif, les nouveaux services de mobilité, vélo, covoiturage, autopartage. Il faut qu'on adapte l'offre aux moyens. On a aussi les lignes à vocation scolaire qui donc ont été transférées du département et à l'échelle de vos territoires ont besoin d'être remises à plat pour réduire les temps de parcours pour les enfants. Et en réduisant les temps de parcours, on réduit les coûts parce que ce qui vous coûte le plus cher dans le réseau, c'est les heures de conduite. On a aussi à réfléchir sur la desserte des zones industrielles. Donc on voit que vous êtes une agglomération avec de nombreux emplois, qui est dynamique en termes d'entreprise, des zones d'activité fortes et on a besoin de les desservir. Donc il y a toute une orientation sur cet objectif-là. On voit bien que jusqu'à présent, les réseaux de transport, et c'est le cas sur le réseau Amélis, on avait tendance à ramener toutes les lignes au centre de l'agglomération, notamment à Montargis. On voit bien qu'aujourd'hui, avec le développement, on a besoin de lignes qui ne passent pas forcément par centre, mais qui soient plus transversales. Donc ça sera aussi un des enjeux du futur réseau, c'est de travailler sur cette transversalité des déplacements, optimiser les moyens et puis avoir des liaisons plus directes. Je vois qu'il y a les assises de la mobilité et puis toutes les enquêtes qu'on a fait, puisqu'on a beaucoup travaillé avec Florence de Momont on a reçu tous les chefs d'établissement scolaire pour voir les besoins, on a fait des enquêtes auprès de chacune des communes, on a fait des enquêtes auprès des entreprises, et donc on a fait une synthèse de tout ce qui est remonté et on a tenu compte de l'ensemble de ces éléments. Il y a eu les assises de la mobilité de Chalette également, donc on a tenu compte de l'ensemble de ces éléments pour définir les orientations. Voilà. Donc, deuxième objectif qui va de soi après une restructuration, c'est poursuivre le développement de la mobilité en même temps qu'on poursuit le développement des recettes pour maintenir un bon équilibre financier et donc maîtriser la contribution financière. Voilà. Donc, il faut savoir que depuis 2016, les critères de choix sont hiérarchisés. Donc ça, dans le dossier de consultation, il faudra définir l'objectif principal. Mais c'est pas l'objet de ce soir. Voilà. Donc sur les obligations et les partages, on est resté pour l'instant sur les grands principes qui restent sur les principes du contrat actuel parce qu'ils répondent aux attentes. Donc ça après, ça sera aussi défini dans la prochaine étape, donc ce n'est pas l'objet de la réunion de ce soir. Et puis l'objet de la réunion de ce soir, c'est aussi autoriser les options et autoriser les variantes pour les candidats. Alors les options, on autorise les options, ça vous permet à vous de pouvoir tester un certain nombre de choses sur lesquelles vous avez besoin d'éléments techniques pour pouvoir prendre une décision politique. Les options, les candidats ont obligation d'y répondre. Par contre, vous n'avez aucune obligation vis-à-vis des options. Donc, c'est pour ça qu'elles sont intéressantes. Donc, par exemple, on a évoqué 3 options, mais pareil, vous les définirez lors de la prochaine étape. Et par exemple, la gratuité de transport scolaire, puisque la région peut aller vers un aller-retour gratuit par jour scolaire, mais les autres déplacements des scolaires étant payants, avec des frais de déplacement à 25 €.
donc des frais de dossier, pardon, pas de déplacement, des frais de dossier à 25 €. Donc ça peut être une option pour voir un petit peu qu'est-ce que ça pourrait donner chez vous. L'expérimentation d'une navette fluviale, notamment entre Montargis et Chalette, c'est vrai que ça se fait de plus en plus et c'est très intéressant. Et l'extension du réseau Amélie Sopé-Gâtinais pour voir un petit peu s'il y a des extensions dans le futur, de voir qu'est-ce que ça pourrait donner, comment on pourrait desservir, qu'est-ce que ça pourrait coûter. Voilà. Bon, étant entendu que les candidats répondront, mais vous retenez ou pas ces options-là, vous avez une totale liberté. Les variantes, il est bien d'autoriser les variantes pour les candidats, pour que les candidats puissent, sur la base de votre projet, vous proposer des choses auxquelles vous ne penserez peut-être pas et qui peuvent être très intéressantes. Voilà, vous apportez un autre regard. Et c'est quand même, somme toute, ce qu'on attend des entreprises de transport, qui sont des grands groupes et qui font beaucoup de recherche et développement, et qui sont là aussi pour apporter de la créativité. Et dernier point, qui est très important, c'est que si vous déléguez le service public, ça reste un service public, vous en avez l'entière responsabilité, et vous devez de contrôler ce service public, déjà contrôler ses résultats, est-ce qu'ils sont conformes aux objectifs qui ont été assignés, et ensuite contrôler que le délégataire respecte bien le contrat, il fait bien ce sur quoi il s'est engagé tout au long du contrat. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Bessonne, merci d'avoir répondu à notre demande sur ces conseils au sujet du développement du transport. Donc, je vais vous proposer d'abord une chose, c'est que pour qu'on soit pragmatique, premièrement, ça va être de définir ensemble, par des interventions qui sont les uns et les autres, la mode de gestion, puisque c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Donc nous allons évoquer le sujet entre DSP et régie. Et bien entendu, nous aurons dans un deuxième temps, mais pas ce soir, la constitution, comme nous l'avons fait pour l'assainissement et l'eau potable, à savoir créer un comité de pilotage qui réunira les élus avec les représentants des associations des usagers. Et c'est ce comité de pilotage qui va créer le cahier des charges en fonction de ce qui vient d'être dit par le cabinet conseil, de façon à proposer aux candidats des choses que nous voudrions mettre dans ce cahier des charges. Donc ce sera un comité de pilotage, et bien entendu, ce comité de pilotage ne disparaîtra pas une fois le cahier des charges créé. Il sera là aussi pour contrôler la suite de la convention avec le délégataire, si c'est un délégataire qui est choisi. Voilà. Donc voilà un peu quel peut être le programme. Donc moi, ce que je vous demande, c'est qu'on écoute celles et ceux qui veulent intervenir pour le choix du mode de gestion qui nous intéresse ce soir. Voilà. Alors si on ne veut pas perdre trop de temps, je vous demande d'intervenir sur 10 minutes chacun en fonction de vos interventions. Alors, qui démarre? Qui commence? Monsieur Pépin? Allez-y, président du comité consultatif des services publics, à vous. J'ai dû avoir une absence, monsieur Dijon, on a voté la même chose. Plus sérieusement, monsieur le président, chers collègues, le premier point à l'ordre du jour de ce conseil d'agglomération exceptionnel est important, puisqu'il porte sur le choix du mode de gestion, vous venez de le rappeler, pour ces prochaines années concernant les transports urbains de notre agglomération. Ce soir, il nous semble qu'à travers le rapport qui vient de nous être présenté, c'est la volonté de l'exécutif de cette agglomération qui prime, à savoir la reconduction d'un mode de gestion privé sans examiner sérieusement les conditions d'une reprise en régie publique. En effet, sans une étude complète des coûts et des conditions pour une régie publique, cette hypothèse devient difficilement crédible. Nous craignons que le débat organisé dans cette instance soit tronqué, renforcé également par le manque de temps puisque le contrat de DSP prendra fin au 31 décembre 2018. Nous regrettons par ailleurs que les usagers n'aient pas été consultés pour connaître leur appréciation du réseau de transport public urbain avec Keolis et leur attente à venir. Les assises du transport organisées par la ville de Chalette ont montré l'attachement de la population sur cette préoccupation. Il en ressort le constat, je pense que dans quelques minutes, Madame Hug vous en fera partager
les conclusions, ce constat est très largement partagé d'un réseau qui ne correspond pas assez aux besoins des habitants de cette agglomération. Nous devons avoir l'ambition pour notre agglomération d'un transport public urbain de qualité adapté aux enjeux du XXIe siècle. Intégrer la mobilité des jeunes, des salariés, des personnes âgées notamment. Lutter contre le réchauffement climatique en promouvant ce mode de transport en commun. Donner une autre image de ce transport, vecteur positif d'une plus grande mixité sociale et intergénérationnelle. Soutenir le pouvoir d'achat des habitants de cette agglomération en intégrant une tarification solidaire, par exemple la gratuité, plus particulièrement pour les jeunes et les personnes modestes. Faire évoluer le réseau de manière rationnelle en fonction des besoins et des demandes de la population permettant de dynamiser nos territoires. Par ailleurs, nous avons pu entendre la semaine dernière quelques élus, et encore Mme Bessonne à l'instant, nous expliquer que la gestion d'un réseau de transport n'était pas notre métier. Mais en faisant le choix d'une DSP ce soir, nous abandonnerons à une entreprise privée une partie des responsabilités que nous ont confiées les électeurs. Je tiens à préciser que la loi fait obligation à la collectivité, en cas de retour en régie, de reprendre la totalité du personnel de l'entreprise délégataire, hormis bien sûr le directeur. Les compétences professionnelles seront donc toujours là, et ce sont bien les conducteurs de bus, les mécaniciens, les agents administratifs et cadres, bref, tous les salariés qui font fonctionner quotidiennement le réseau de transport. Pour conclure, sur tous ces points, il nous semble difficile que des opérateurs privés puissent répondre en intégralité à ce cahier des charges, étant plus enclins à garantir les profits des actionnaires au détriment d'un service public de transport répondant véritablement aux usagers. Nous avons l'ambition d'impulser cette volonté politique pour créer une régie publique permettant ainsi aux élus de regagner la maîtrise de ce service public. Nous aurions l'assurance que chaque euro dépensé sert véritablement au fonctionnement et au développement du réseau dans l'intérêt des habitants et non plus au profit d'intérêts privés. Ce soir, mes chers collègues, par notre vote, nous pouvons devenir des acteurs majeurs pour une agglomération durable, plus juste et solidaire. Merci, Monsieur Pépin. Monsieur Notin. Oui. Un chiffre du rapport présenté exprime à lui seul l'inadaptation de notre réseau de transport en commun aux besoins de la population. Seulement 4% des actifs habitants et travaillant dans notre agglomération utilisent des transports collectifs. Et que nous dit le rapport pour tenter de répondre à cette lourde problématique? Rien ou presque. Autre point important, le parc, page 20, qui mentionne clairement que le parc des 36 véhicules en propre est vieillissant. 12 véhicules sur 36 ont plus de 12 ans. La moyenne d'âge du parc est de 11 ans contre 6 à 7 ans pour la moyenne nationale. À l'origine, le contrat prévoyait 10 véhicules renouvelés entre 2013 et 2018, mais seuls 5 véhicules ont été investis, c'est le terme utilisé qui est d'ailleurs un peu baroque. Le rapport dit d'ailleurs clairement qu'il faudrait renouveler 3 véhicules par an en moyenne sur la durée du prochain contrat pour renouveler les véhicules de plus de 15 ans et éviter les pannes de bus en ligne. Donc, des transports inadaptés, ce qui est confirmé par de très nombreux usagers dès qu'on leur donne la parole sur ce sujet. Des bus vieillissants qui polluent et coûtent de plus en plus cher à l'entretien. Vous avez bien raison d'indiquer dans le rapport, je vous cite, que le choix du mode de gestion est une décision stratégique et politique. Et votre choix de la DSP traduit une fois de plus vos orientations qui tournent le dos à un principe essentiel, la gestion publique des biens communs à la collectivité, et les transports en commun en font bien évidemment pleinement partie. Vous donnez l'image d'élus fuyant leurs responsabilités avec votre volonté réaffirmée avec chaque DSP de transférer la gestion aux concessionnaires d'une collectivité rabougrie qui veut gérer de moins en moins de choses et assumer de moins en moins de risques. Ces risques pour lesquels nous sommes pourtant élus par les électeurs. Alors qu'il s'agit là du cœur de la mission et du rôle des élus. Rappelons qu'une régie publique n'a pas de dividendes à verser aux actionnaires. La régie ne supporte pas de contribution au financement des services généraux, aux frais de siège, de la maison mère internationale et aux opérations financières de rachat de concurrents dans d'autres pays pour conquérir des parts de marché. Rappelons qu'en dernier, les frais d'assistance versés au siège national de Keolis ont coûté 87 000 € aux habitants de notre agglomération. En 3 ans, cela paierait un bus neuf. Avec la régie, pas de surfacturation entre filiales organisées pour échapper à l'impôt sur les sociétés. Les régies publiques mettent en commun des savoir-faire
des bonnes pratiques et des moyens entre services publics en lieu et place des rivalités économiques et industrielles qui existent entre concurrents privés. Les salaires de leurs dirigeants ne sont pas définis par la concurrence et elles ne doivent pas payer l'impôt sur les sociétés. À l'inverse des multinationales, elles ne spéculent pas avec l'argent public qu'elles collectent. Au-delà même du choix de la DSP, votre manque d'ambition pour nos transports en commun saute aux yeux. En effet, page 39, la messe est dite, puisqu'il est clairement mentionné parmi les objectifs généraux poursuivis par notre agglomération pour la prochaine procédure, je cite, la maîtrise de la contribution financière forfaitaire au niveau actuel. Et il a été clairement dit lors de la commission transport, je cite, que c'est l'argent qui va commander. Et comme de plus vous frôlez la crise cardiaque quand on vous parle d'augmenter le versement transport des entreprises, on comprend vite que vous ne voulez pas mettre ni trouver 1 euro de plus pour les transports en commun. Et comment allez-vous financer le renouvellement des bus qui devient incontournable après des années de sous-investissement? Nous faisons une proposition. Parlons du versement transport auquel sont soumis les employeurs privés ou publics. Son taux est de 0,55% dans notre agglomération. Il suffirait qu'il soit relevé de 0,05% et de le porter à 0,60 comme le prévoit la loi. Cette question est essentielle car vous avez là un levier d'action puissant que vous refusez d'actionner. Et l'augmentation de ce versement transport permettrait de financer notre proposition de gratuité des transports pour les scolaires. Et la question de la gratuité des transports pour les scolaires est d'une grande importance pour les familles et vos choix en la matière créent une inégalité scandaleuse entre les scolaires hors agglomération et ceux qui y habitent. Je ne développe pas, je l'ai déjà fait la dernière fois. Cette proposition coûterait moins de 318 000 € en 2016. Rappelons que l'an dernier, le versement transport reçu par l'agglomération s'est élevé à 2 550 000 €. Avec un taux à 0,60%, la recette aurait été supérieure de 232 000 €. Le financement de notre proposition est donc tout à fait réaliste car il ne manquerait plus que 80 000 € pour la gratuité de transport pour les scolaires à 318 000 €. Même des élus de droite font ce choix d'augmenter ce versement transport. Et ce sont des élus de droite qui ont mis en place la gratuité des transports à Châteauroux. Et vous ne ferez croire à personne qu'une augmentation de ce taux de 0,05% ferait fuir les entreprises comme Leclerc ou Casino, ou les employeurs publics comme la SNCF, l'URSSAF, l'ACOS, ni les mutuelles comme la CMSA Bose, par exemple. Le versement transport représente peu pour ces entreprises qui bénéficient du service public délégué, mais rapporterait au final beaucoup pour financer nos transports en commun. Là aussi, il s'agit bien d'une question de choix politique. Est-il par ailleurs normal que la contribution de l'agglomération au budget des transports en commun soit supérieure au versement transport? Il est donc évident, et j'en finirai par là, que vous amusez la galerie avec la liste des objectifs assignés aux futurs délégataires. Car faute de moyens, rien de vraiment neuf et innovant ne verra le jour sinon à la marge. Ni la desserte des zones industrielles, ni la transversalité des déplacements, ni les liaisons directes. Vous oubliez ainsi un principe essentiel. Dès que l'offre est améliorée en matière de transport, la fréquentation augmente. Alors qu'ici, l'agglomération verse près de 3,3 millions € de contributions financières pour 2,2 millions de voyages, l'agglomération de Châteauroux a 2 fois plus de voyages avec une contribution financière largement inférieure à la nôtre, à 2,1 millions €. Cherchez l'erreur. En refusant de mettre les moyens sur cette question essentielle pour le vivre ensemble et l'avenir de notre planète, une fois de plus, votre gestion à la petite semaine insulte l'avenir. Merci. D'autres prises de parole? Monsieur Lemondon. Oui, Monsieur le Président. J'ai une motion sur les transports urbains à soumettre. La délégation de service public accordée par l'AM dans le cadre de sa compétence des transports urbains arrive à son terme et il convient de réfléchir à la gestion future du réseau de transport à partir du 1er janvier 2019. Les transports urbains doivent répondre à des enjeux majeurs sur notre territoire, mettant en perspective des réponses aux politiques sociales, sanitaires, écologiques et de l'emploi. À ce titre, l'agglomération doit porter des ambitions. Faire des transports en commun un choix de vie et non uniquement un mode de déplacement contraint ou subi. Répondre qualitativement et quantitativement aux attentes de la population. Aujourd'hui, 70% des usagers sont des usagers captifs car le réseau n'est pas à la hauteur de la demande. Considérer le transport urbain comme une nécessité sociale et une nécessité économique. Considérer le transport urbain comme une nécessité environnementale. Les enjeux de la mobilité selon le protocole de Kyoto doivent correspondre aux évolutions techniques et scientifiques ainsi qu'à celles des agendas 21 de l'agglomération et de la ville de Chalette. La ville de Chalette s'est engagée à respecter les normes environnementales liées à la COP21 et aux évolutions réglementaires des véhicules dégageant du CO2.
Considérer l'enjeu de rééquilibrage territorial par un transport interquartier et intercommune améliorant la dynamique du territoire. Adapter un budget à la hauteur des enjeux représentés. La ville de Chalette a engagé des assises du transport pour permettre aux habitants d'exprimer leurs attentes en termes de mobilité. En effet, il est constaté que l'offre existante n'est plus appropriée aux besoins des citoyens, l'agglomération montargoise ayant évolué en termes démographiques et socio-économiques. Considérant tous ces enjeux auxquels il faut répondre, les élus de Chalette proposent d'ouvrir le débat sur le choix du mode de gestion, régie publique à privilégier, la réforme du réseau ancien de 50 ans, la création d'une navette interquartier, d'ouvrir la réflexion sur la gratuité du titre de transport, la modernisation du matériel roulant, l'amélioration des dessertes, de permettre aux salariés d'accéder facilement à leur lieu de travail, créer un maillage en adoptant les horaires au rythme des entreprises, de permettre aux malades et visiteurs d'accéder à l'hôpital, y compris le dimanche, sans passer plus d'1 heure dans le bus, de permettre l'accès à tous les équipements publics de la ville et de l'agglomération, de développer la multimodalité, gare, covoiturage ou vélo. Une concertation auprès de l'agglomération montargoise doit être l'affaire de tous, élus et habitants. Les élus de Chalette regrettent l'absence de concertation par l'âme sur les besoins de la population en matière de déplacement urbain dans toutes ses communes membres. Merci. D'autres observations? Monsieur Le Momont. Monsieur le Président, chers collègues, la proposition qui est faite ce soir, c'est de rester dans une formule de DSP. Nous voyons bien que cette formule de DSP nous enferme dans un cadre qui ne permet pas d'envisager une quelconque évolution du réseau actuel, puisqu'on fixe comme obligation aux futurs délégataires de rester dans l'enveloppe de contribution forfaitaire que doit verser l'agglomération pour équilibrer le service. Or, quelle est la question qui nous est posée ce soir à tous et qui nous est posée par tous les habitants de l'agglomération? On l'a bien mesuré à Chalette avec les assises du transport. La question qui nous est posée, c'est quel est le réseau de transport urbain et au-delà du réseau de transport urbain, les actions à mener en matière de mobilité qui permettent de répondre aux enjeux du XXIe siècle en matière de déplacement professionnel, en matière de déplacement de loisirs, de commerce, et pour tout simplement permettre aux habitants de cette agglomération d'utiliser le moyen de transport collectif comme un mode de vie choisi et non pas comme un mode de déplacement contraint, comme c'est le cas aujourd'hui avec, on l'a dit, je ne reviens pas, 70% de nos usagers qui sont un public captif. Oui, il y a à travers tous les enjeux qu'ont évoqués mes collègues, un enjeu une ambition au niveau de l'agglo sur son rayonnement, et le mode de transport et de mobilité est un élément de rayonnement de l'agglo pour les décennies à venir, bien entendu. Aujourd'hui, ce qui nous est proposé ne nous permet pas d'envisager un quelconque développement de cette offre de transport public. Et on a donné quelques exemples tout à l'heure, mais il est évident que pour se rendre à l'hôpital, par exemple, pour aller après, une fois qu'on a fait une consultation à l'hôpital, chercher les médicaments dans la pharmacie de garde, pour aller dans des lieux qui structurent l'agglomération aujourd'hui. Comment permettons aux habitants de l'agglo d'aller au musée Giraudet, aux tanneries, d'aller à la maison des associations à Chalette, bref, dans l'ensemble des lieux qui structurent et qui sont développés depuis 40 ans. Je crois qu'en s'enfermant dans la DSP comme vous le proposez ce soir, nous nous empêchons d'envisager le développement des transports et de la mobilité, et donc nous allons prendre un grand retard au niveau de l'agglomération. Je pense que l'agglo a les moyens, à travers le versement transport, mais aussi à travers des choix budgétaires, de répondre à ces enjeux. Nous savons qu'il faut
ou alors on se raconte des histoires ce soir. Il faut rajouter dans la délégation, il faut rajouter 6 ou 700 000 euros pour faire face aux besoins de développement de cette organisation des transports en commun. Et il faut, si on veut acheter 3 bus par an, mettre 750 000 euros en investissement. Et donc, oui, il y a ce soir, au-delà du simple mode de DSP, des choix politiques à affirmer, ou alors en termes de choix budgétaires, en termes de choix financiers, ou alors on se raconte des histoires. Voilà, regardez ce qui se fait à Châteauroux, c'est quand même extraordinaire. Ils sont en DSP, ils ont 2 fois plus ils ont 2 fois plus de passagers avec une contribution qui est la moitié de celle que verse l'agglo. C'est quand même ça montre que si on avait étudié, voilà, si on étudie la question en l'approfondissant, on peut trouver des solutions. C'est la raison pour laquelle les élus de Chalette souhaitent que soit étudiée la régie publique des transports. C'est aussi l'occasion, sur quelques années, de se réapproprier techniquement la gestion d'un service public ô combien important, puisque de toute façon, comme on l'a rappelé, les salariés sont là, tous. Il y a juste un directeur à recruter. Voilà. Merci. Madame Gabriel. Oui, pour ma part, j'ai moins de soucis avec le principe de la DSP que dans le cas de la gestion de l'eau, mais j'ai quand même quelques questions. En particulier, donc vous avez dit que la collectivité définissait un projet et qu'ensuite le délégataire proposait un service adapté. Mais encore faut-il que le projet soit suffisamment défini, à mon avis. Et les objectifs qui sont définis là dans le dossier sont encore très, très flous. Et pour moi, il y a dans la délibération, dans le document qui nous a été fourni avec la délibération, un problème de l'œuf et de la poule. Si j'ai bien compris, c'est l'agglomération qui réalise les investissements en termes d'achat de bus ou éventuellement d'aménagement s'il faut déplacer des arrêts de bus, faire des aires de covoiturage, etc. Voilà. Mais c'est le délégataire qui va proposer un tracé et des services adaptés. Et c'est ce qui transparaît parce que là, dans ce qu'on a, il n'y a rien de concret et de précis sur les zones à desservir, c'est sur les simplement tailles le de mode bus de qui sont gestion. choisis. Le reste, ce sera dans le comité de pilotage. Sur D'accord. les lignes, sur tout. Là, c'est simplement une explication de texte d'un cabinet conseil indépendant. C'est tout, mais c'est pas ce ne sont pas une organisation définie. Tout ça, ce sera à débattre. Aujourd'hui, c'est simplement le choix. DSP ou régie. Voilà, la question est posée. D'accord. Mais, Mais sinon, ce que vont proposer toujours, les bus appartiennent à la collectivité, comme le mode d'installation des arrêts de bus. D'accord, alors laissez-moi juste terminer. Donc c'est l'agglomération qui investit dans les bus, les aménagements, et le délégataire qui va ensuite proposer, qui va en répondant à l'appel d'offres, vont proposer des tracés, éventuellement. Ceux qu'on va leur donner. D'accord, donc vous allez dans le document de consultation des entreprises définir éventuellement une nouvelle politique en termes de taille de bus. Oui, Voilà. avec le comité de pilotage. D'accord, et donc ce comité... Madame Besson, si vous voulez répondre. En fait, le dossier de consultation, sur la base de la politique de mobilité de l'agglomération, va définir précisément le projet de réseau, les itinéraires, quelles sont les lignes structurantes, les lignes secondaires, la hiérarchie des lignes, la fréquence de passage, l'amplitude horaire, les navettes, enfin voilà, tout est défini. Mais Dans un mois. Si fin février pour le dossier de consultation des entreprises. oui, on connaît bien le réseau, les besoins, ça fait déjà, je pense à un moment que vous réfléchissez dessus. Donc, voilà. Et après, en fait, le dossier de consultation est transmis aux candidats qui eux vont aussi réfléchir sur la base de ce projet politique pour le rendre opérationnel en termes d'exploitation, c'est-à-dire qu'il ne coûte pas trop cher et qu'il puisse répondre aux attentes des clients d'un point de vue commercial, c'est-à-dire vont le rendre opérationnel en termes de gestion. Et après, il y a la négociation où avec chacun des candidats qui a présenté un projet opérationnel
au vu de ce qui aura été défini, va être défini un projet qui répond à vos attentes. Et après, vous choisirez le candidat qui répond le mieux aux attentes. Mais sur la base du projet qui aura été défini, pas n'importe Oui, quoi. en comité de pilotage et qui nous échappe donc complètement en conseil. Non, c'est l'agglomération. Bien, monsieur Suplisson. Oui, merci Monsieur le Président. D'abord, pour rappeler aux uns et aux autres, parce qu'on a entendu que la DSP était un piège, etc. Là, pourquoi l'agglomération est en DSP? C'est parce que quand on est arrivé, cet exécutif, M. Pépin, est arrivé en 2001, il y avait une DSP. Qui n'avait pas été signée par cet exécutif. Il y avait un vice-président au transport qui était là, il y avait un exécutif qui avait choisi la DSP. C'était pas nous. C'était un exécutif à laquelle appartenait la mairie de Chalette. L'âge moyen du parc, on dit c'est une catastrophe, il est de 11 ans. À l'époque, il était de 14 ans. Donc, c'est aussi un chiffre à prendre en compte. Les entreprises qui vont se porter candidates, on dit, j'ai entendu que c'était les horribles capitalistes qui versaient beaucoup de dividendes. C'est qui les 3 principaux candidats potentiels qu'a cité notre cabinet conseil? Keolis, donc l'exploitant actuel, filiale de la SNCF, pas vraiment réputé pour ses dividendes. RATP Développement, filiale de la RATP, pas vraiment réputé pour ses dividendes. Transdev, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, pas vraiment réputé pour être un grand groupe du CAC 40 avide de dividendes, puisque c'est 100% l'État. Donc tous les principaux candidats sont tous des entreprises publiques qui n'ont pas du tout le profil de méchants capitalistes obsédés par les dividendes. À moins que je me trompe. La gratuité, vous en avez parlé. Bon, c'est quelque chose qui fera partie du cahier des charges, c'est pas le choix, c'est pas la délibération d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on choisit le mode de gestion. Donc rien ne dit ce conseil d'agglomération, rien ne dit que notre collectivité ne choisira pas d'accroître la gratuité pour telle ou telle catégorie de la population, les scolaires par exemple, mais pourquoi la financer exclusivement par la fiscalité? L'intérêt d'un appel d'offres, c'est justement de susciter de la concurrence entre les entreprises et des gains de compétitivité. Donc peut-être les 300 000 euros dont parle M. Notin, on peut les trouver autre part que par de la fiscalité, on peut aussi les trouver dans une amélioration, dans des gains de compétitivité à réaliser par les entreprises. Puis enfin, pour conclure cette intervention, je pense que la raison pour laquelle je suis très favorable au choix qui a été fait en 2000, et à poursuivre ce choix, qui me paraissait opportun, c'est que en faisant appel à ces grands groupes, on fait appel à des gens qui ont des services de recherche et développement, qui sont à la pointe de l'innovation, qui ont des dizaines de milliers de salariés, qui savent ce que c'est que le développement durable, qui ont des références nationales, européennes, internationales, largement supérieures à ce que pourraient avoir des personnes qui passeraient toute leur vie à Montargis. Non pas qu'à Montargis, on n'ait pas d'idée sur l'innovation et sur la recherche et le développement, mais on a besoin de s'ouvrir, on a besoin de connaître ce qui se passe ailleurs, on a besoin de bénéficier des meilleures références qui se passent ailleurs. Moi, je veux, pour mon agglomération, ce qu'il y a de mieux en France et en Europe. Je ne veux pas qu'on reste en vase clos. C'est la raison pour laquelle je suis favorable à cette DSP et à son renouvellement, conformément au choix qui a été fait en 2001. Merci. Monsieur Dijon. Moi, j'ai un chiffre, je suis membre de la commission de transport depuis 2001, comme citait M. Suplisson. En 2001, en arrivant, le réseau transportait 1 616 000 voyages par an. Aujourd'hui, on a 2,3 millions. Monsieur de Beaumont et tous les gens de Chalette, je ne vois vraiment pas ce que vous avez à critiquer par rapport à ce réseau. Il est efficace puisqu'on a augmenté pratiquement de 50% dans les personnes transportées avec un budget qui est toujours égal, puisque les contributions sont les mêmes. Le versement transport, c'est quelque chose d'exemplaire. Le premier qui verse le transport à Montargis, c'est l'hôpital de Montargis, dont le président est à ma droite. Je ne sais pas si le directeur de l'hôpital a envie de voir sa contribution transport augmenter. Je crois que les entreprises de plus de 10 qui contribuent déjà à ce versement transport ne veulent pas non plus voir cette contribution augmenter. Puis je suis un peu étonné de vous entendre demander d'augmenter les impôts, alors que quand on vous voit réagir par rapport aux contributions du SPIRTOM, on entend tout le monde hurler comme des... et je vois vraiment pas ce qu'il y a à faire. On a une satisfaction de la clientèle par rapport au réseau actuel, puisque les enquêtes qualité récentes sont très positives par rapport au réseau. Elles datent de l'an dernier, de 2017. Et je crois que là, on a, par rapport à quelque chose qui est en équilibre, un bon résultat et une progression très nette des transports, puisque encore l'an dernier, on a eu 100 000 voyages en plus. Donc c'est pas un réseau qui s'éteint ou qui s'amoindrit, je crois qu'il est très performant. On a essayé de régler les choses pour que ça soit plus efficace, avec le même argent, et c'est là aussi la vertu de l'exercice. On peut le critiquer, mais je crois que de ce côté-là,
Il n'y a vraiment rien à dire. Merci. Madame? Face aux enjeux des transports collectifs évoqués par Monsieur le maire de Chalais, et parce que, qu'en tant qu'élus de la population, nous ne pouvons pas être sourds face aux besoins de nos concitoyens. La ville de Chalais-sur-Loing, dans sa volonté de développer une démocratie participative, organise les assises du transport depuis la mi-novembre. Dans ce cadre, nous sommes allés à la rencontre des usagers et des non-usagers des transports avec un questionnaire de type semi-directif. Le 18/1/2018, à la réunion publique à laquelle vous aviez tous été conviés, nous avons présenté les résultats de cette enquête qui fait ressortir, en premier lieu, que les transports en commun sont un atout face aux difficultés environnementales et face aux coûts que représente le véhicule privé. Dans un deuxième temps, les personnes interrogées ont fait part de leurs difficultés, manque de fréquence des bus, manque de points d'arrêt de proximité et surtout manque de liaisons interquartiers qui ont pour conséquence les difficultés d'accès aux équipements publics tels que le centre municipal de santé à Chalais ou encore l'hôpital d'Amilly. Les habitants ont également soulevé la question de la tarification trop élevée selon eux. La réunion publique a permis de profiter de l'expérience de la ville de Châteauroux, pionnière en matière de gratuité des transports, par la voix de son vice-président, délégué au transport de l'agglomération. Le témoignage de celui-ci a montré à quel point d'une volonté politique forte pouvait naître une autre organisation des transports, avec une fréquentation des transports multipliée par 3 depuis la mise en place de la gratuité en 2001, sans plus d'incivilité, jusqu'en 2017, des investissements sensibles dans 41 véhicules renouvelés progressivement et équipés pour les personnes à mobilité réduite. Loin d'être utopiste, comme cela nous est fréquemment reproché, il faut noter que c'est souvent les utopistes qui ont fait avancer les choses, puisque si on n'avait pas été utopiste, je crois qu'on n'aurait jamais eu la sécurité sociale ou les congés payés. Cette expérience s'est appuyée sur une volonté forte et un modèle économique qui, par extension du versement transport de 0,05 points, a permis la gratuité à Châteauroux en augmentant les voyages de 21 voyages an par habitant en 2001 à 65 voyages par an par habitant en 2017. Nous aussi, nous pouvons ici décider d'avoir la volonté politique de mieux répondre en matière de transport et de mobilité à nos concitoyens. Il faut noter que la région montargoise a de très grandes inégalités, des faibles revenus, des difficultés d'emploi. Il faut un rééquilibrage des territoires et rééquilibrer les besoins. C'est pour ça que les élus de la ville de Chalais, on veut un vrai service public du transport. Avec un réseau plus dynamique, la ville de Châteauroux a enregistré 80% d'usagers en plus dès la première année, avec pas d'augmentation des incivilités. Je veux insister sur ce problème, puisque c'est souvent aussi ça qu'on nous fait remarquer, qu'à Chalais, on peut transporter aussi, voilà. Merci madame. Bon, je pense que j'ai donné la parole un petit peu à tout le monde. Plus personne, simplement rappeler aux élus de Chalais qu'on ne parle pas de transport urbain, on parle de transport interurbain. C'est-à-dire non pas un transport communal, mais un transport communautaire et intercommunal. Donc il faut élargir les sujets. Or, j'accepte tous les débats. Et je pense qu'il faut penser que c'est un réseau interurbain et pas un réseau urbain. Je vais rappeler également quand même, puisqu'on critique assez notre réseau, de leur dire, et de dire à la presse qui est présente, elle doit le savoir, que notre réseau, le réseau de Montargois, de l'agglomération, a été primé lors des rencontres nationales de transport public à Marseille en octobre 2017 et a été en réunion de clôture des assises de la mobilité le 20 décembre 2017 en présence de Madame la ministre des Transports pour obtenir justement un trophée d'innovation. Donc cela veut dire que c'est un réseau qui n'est pas si désespéré ou en désespérance que cela. Ensuite, je voudrais vous dire, chère Madame, vous parlez de Châteauroux, le maire est un de mes amis. Châteauroux est venu ici pour voir comment fonctionnait
la DSP, comment fonctionnait le délégataire, et a fait le même choix que nous. Et s'est intégré en DSP avec Keolis, après être venu à Montargis pour analyser la situation. Ensuite, lorsque vous parlez du reste, tout le reste, ce sera à voir dans la deuxième partie, dans les semaines qui viennent, lors d'un comité de pilotage, où nous mettrons à l'intérieur de ce comité de pilotage toutes les questions qui ont été posées ce soir, ou toutes les questions qui sont posées aujourd'hui comme demain. Et comme je vous l'ai dit, nous prendrons connaissance des associations d'usagers. Certains feront partie du comité de pilotage pour nous dire ce qu'ils souhaitent également. Et c'est à ce moment-là que nous aurons notre cahier construit pour aller faire l'appel d'offres auprès des entreprises. Voilà. Donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc il faut faire quelque chose qui soit pragmatique. Donc voilà, le vote, c'est simplement le choix du mode de gestion. Monsieur Gaboret. Oui, une petite question, Monsieur le Président. Dans le cadre du renouvellement de cette DSP, je souhaiterais savoir si, en fait, compte tenu du fait que maintenant l'agglomération est AOM, donc on a un changement du périmètre de la DSP à venir, et donc des moyens supplémentaires qui seraient à envisager. Bien entendu, mais alors je dois vous le dire, aujourd'hui dans le domaine des transports, nous sommes en relation avec les transports de la région, puisque l'autorité organisatrice des transports en région centre, c'est la région. Donc on est en relation, puisque jusqu'à maintenant, les deux métropoles, Orléans-Montargis, dans le domaine scolaire, étaient exemptées. Donc nous allons effectivement voir ce que nous pouvons faire pour nous rapprocher de l'ensemble régional. Et ça, ce sera dans la deuxième phase. Ce que je voulais dire également, Monsieur le Président, c'est par rapport à toutes les voies de transport, notamment navigables, tous à envisager à l'avenir, si ça fera partie également de la future DSP. Oui, c'est noté dedans. Ce sont des objectifs que les élus et les usagers pourront mettre sur la table, et après ce seront aux entreprises, aux candidats, de dire ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire. Comment? Ben évidemment, le périmètre, et Madame Besson l'a dit tout à l'heure, le choix du périmètre est élargi. D'ailleurs, il y aura aussi des relations avec le pays gâtinais, bien entendu, puisqu'ils sont aussi demandeurs de voies d'infrastructures de transport. Voilà, donc... Monsieur le Président, oui. Puisque un comité de pilotage va travailler sur le cahier des charges, pourquoi ce cahier des charges ne serait pas soumis à l'approbation du Conseil d'agglo dès qu'il sera élaboré, et qui permettra démocratiquement aux élus de l'agglomération de toutes les communes de dire si ce cahier des charges leur convient ou pas. Alors, en fait, voilà. le dossier de consultation en cas d'une procédure de délégation de service public, mais comme si vous êtes en régie aussi, c'est la loi interdit de rendre public le dossier de consultation. Et cher monsieur, attendez, je vais oublier, Madame Besson, le comité de pilotage, comme nous l'avons fait antérieurement, comprendra les élus de toutes les communes de la communauté d'agglomération, les 15 maires, ou les 15 élus responsables. Exactement. Donc chaque commune sera représentée dans le comité de pilotage, plus les associations. Alors les associations seront écoutées en bas pour recueillir l'ensemble des informations. Et nous avons accueilli, il faut rappeler quand même que nous avons, attendez monsieur Memon, nous avons quand même rappelé qu'il y a une commission consultative des services publics locaux qui travaille également dans ces domaines-là et qui est un petit peu aussi notre partenaire, tout au moins un acteur qu'on écoute, on reçoit. Excusez-moi. Donc, ce soir, nous débattons sur le mode de gestion. Oui. Le cahier des charges va être validé par un comité de pilotage où ne siègent que les 15 maires. D'ici, où siègent en tant qu'élus les 15 maires, il y aura des associations, mais d'un point de vue des élus, il y aura les représentants des 15 communes, hein, qui doit être ce cahier des charges bouclé en un mois, dans le mois qui vient, pour pouvoir lancer la consultation des entreprises, et les élus de l'agglo, nous tous, ici, nous serons consultés dans 7 ou 8 mois
pour valider un choix qui aura été fait par le président de l'agglomération tout seul, dans le secret de son bureau. Donc, moi, je considère que le cahier des charges, les grandes lignes du cahier des charges, je ne parle pas du détail du cahier des charges, mais moi, je renouvelle ma demande que d'un point de vue démocratique, et pour qu'on s'assure que le cahier des charges intègre bien les demandes des usagers, que les grandes lignes de ce cahier des charges soient mises en discussion dans un prochain conseil d'agglo. Non, monsieur, vous êtes hors la loi. Je n'ai... Nous faisons... Les lois sont mal faites. Le comité de pilotage est facultatif. Je vous dis que nous le mettrons en place avec tous les élus des communes et les représentants des usagers pour débattre. C'est ça la démocratie. C'est pas de sortir par les fenêtres beaucoup de choses et nous mettrons dans ce comité de pilotage tous les points intéressants de façon à ce qu'on en débatte et voir si on les donne aux candidats sur l'appel d'offres, à tous les candidats pour voir quelles peuvent être leurs réponses. Et ça durera des semaines et des mois jusqu'à la fin de l'année. Voilà, Madame Besson, dernier mot. Un point qu'on peut ajouter, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, la loi vous oblige, dans le dossier de consultation, à définir des objectifs. Ces objectifs sont traduits sous forme de critères de jugement des offres. Et en fait, le candidat qui est présenté comme futur délégataire, il est présenté, mais au regard de ces critères strictement qui sont rédigés dans le dossier de consultation. Monsieur le Président ne peut pas choisir son candidat librement, en fait. Voilà. J'essaie de le rappeler. Bien. Bon, donc on va passer au vote. Je vais demander celles et ceux qui sont pour la régie. Ça veut dire que le projet est fin un mois. Alors que au PLU, on avait un an devant nous. Celles et ceux qui sont pour la DSP. Et ceux qui s'abstiennent. Une voix. Merci. Donc le sujet est donc clos et nous organiserons maintenant, comme nous l'avons dit, un comité de pilotage dans les jours qui viennent. Donc le conseil n'est pas terminé. Il y a un travail. Le deuxième point, monsieur Dupaty. Voilà, c'est un sujet qui va être beaucoup plus simple à traiter. C'est une demande de subvention au titre de la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux. Et ça, pour séparer l'aménagement des travaux, l'aménagement du centre-ville de Villemandeur et pour la deuxième phase de ces travaux. Ainsi, pour l'année 2018, l'agglomération est en mesure de solliciter une subvention de cette DETR au taux maximum de 35% pour Villemandeur. Ça rentre dans le cadre de la catégorie d'opérations prioritaires intitulée cadre de vie et maintien des services publics en milieu rural. Voilà, mise en valeur des bourgs, des villages et des villes. Alors, voilà l'objet de cette opération. Ça concerne des travaux sur l'avenue Henri Barbus à Villemandeur qui doivent se dérouler en 3 phases. Une première phase est déjà en cours. Il s'agit de la section qui se trouve entre la rue Chintreau et la rue Chambon. La deuxième phase, celle qui nous intéresse présentement pour cette demande de subvention, c'est une tranche optionnelle 2 qui est sur l'avenue Henri Barbus. Il y aura une troisième tranche là, dont l'étude sera lancée dans le courant de l'année. Une liaison qui se situe entre la rue Chintreau et la rue Jeton. Bien sûr, pour demander cette subvention, il était important que les travaux ne soient pas commencés. Donc, cette tranche optionnelle 2 n'a pas fait l'objet d'affermissement à ce jour. La nature des travaux consiste à l'aménagement de trottoirs avec la création d'un espace piéton cycle, à la modification et la création de réseaux d'eau potable, un revêtement de la chaussée, une rénovation d'éclairage public avec l'aide, la création d'espaces verts supplémentaires avec juste. La durée de cette opération est de 8 mois. Alors, pour ce qui concerne le montage financier, le coût global de l'opération hors taxe est de 370 141 €. Et alors, on attend donc une subvention à hauteur de 35% de la DETR pour 129 549 €.
une participation du département dans le cadre de la convention qui a été signée l'année dernière de 74 000 €, et bien sûr l'autofinancement de l'agglomération pour 166 563 €. Voilà l'objet de cette délibération. Voilà, merci. Je pense que Madame le maire des demandeurs est satisfaite, puisque nous lançons les opérations donc d'aménagement du centre-ville. D'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, vous avez l'unanimité, Madame le maire. Voilà, donc on va faire la même chose pour le troisième point avec le centre-bourg de Panne. C'est donc la même opération, hein, une demande de financement par l'intermédiaire de la DETR, toujours à hauteur de 35%, pour le centre-bourg de Panne. Sur l'aménagement de la place devant la mairie et l'aménagement du parvis d'ancienne gare. La nature des travaux, voilà, sera la suivante, avec un aménagement paysager de la place, avec création de stationnement, la modification de la voirie rue Marcel Donès avec création d'un espace de circulation douce, l'aménagement paysager du parvis du musée, futur musée du miel, et l'aménagement d'un jardin thématique. La durée des travaux est estimée à 18 mois et le coût prévisionnel de l'opération à 788 510 € hors taxe, qui se compose d'une DETR donc estimée à 275 968 €, une participation du département, toujours dans le cadre de la même convention, de 225 000 € et un autofinancement de l'agglomération de 287 531 €. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Donc, Monsieur le maire de Panne. Non, voilà, d'engager l'aménagement du centre-bourg de Panne. Des oppositions, des abstentions, donc c'est adopté. Je vous remercie. Donc on a terminé, mais j'ai oublié de dire que la secrétaire de ce soir est Madame Prochasson. Voilà. Donc, et puis qu'il y avait eu, pour les conseillers communautaires, 3 décisions qui avaient été prises en décembre, donc je pense qu'elle n'appelait pas de remarques, mais il fallait quand même le signaler. Vous l'aviez au début de votre dossier. Voilà, je vous remercie. Donc le conseil est terminé. On peut lever la séance.